Bonjour. Voici l'avant-dernier entretien de notre sujet pour une éducation réciproque. Quatrième partie. Nourritures immatérielles pour le chien. Les bons nutriments pour le chien. Le chien n'est heureux que s'il a un rôle à jouer, pour lequel il se sent doué et qui lui permet de progresser dans ce que, par commodité, nous avons choisi d'appeler sa spécialité. Un tel objectif ne rencontre aucune difficulté, tout au contraire, lorsqu'il s'agit de ce que l'on appelle le chien d'utilité. Chien de chasse, chien de berger, chien policier, chien de recherche, chien de garde et de défense, ou encore chien de traîneau. Les métiers qu'on leur propose sont les nutriments dont leur nature a besoin. L'exercice de leur métier ne suffit pas à leur bonheur bien plus que cela. Il est en réalité la condition même de ce bonheur. On pourrait faire exactement la même remarque pour ce que l'on appelle le chien de sport. Certaines lignées de bergers belges ou de bergers allemands semblent être nées comme programmées pour les exercices du ring, que le plus souvent elles semblent connaître de naissance. Ces exercices, quelquefois plus ou moins rudes, seraient de nature à décourager une grande majorité de chiens. Mais pour les sujets de ces races, c'est exactement le contraire. Plus la difficulté paraît grande, plus ils semblent heureux de s'y affronter. Nous l'avons déjà évoqué, la question du choix des bons nutriments devient nettement plus complexe lorsqu'il s'agit de chiens qui ne sont pas censés avoir réellement de métier, ce qui est le cas de tous les chiens dits de compagnie. C'est que la compagnie, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas réellement un métier. Avant d'entrer dans le vif du chien de compagnie, une remarque préalable. S'il est probable que le meilleur nutriment pour un chien d'une race spécialisée est sans doute une activité en rapport avec cette spécialité, il serait inexact de prétendre qu'une autre activité plus ou moins proche ne puisse convenir. Par exemple, certains chiens de chasse se sont révélés excellents pour tirer les traîneaux, plus rapides que les chiens nordiques et tout aussi passionnés. C'en est au point que le moderne Alaskan, vedette des courses à ce jour, est en fait le produit d'un croisement de chiens nordiques avec des chiens de chasse. Au chasseur, il a emprunté une allure sensiblement plus rapide, au nordique, la capacité de résistance aux pires conditions climatiques. Un autre exemple d'activité dérivée pratiquée avec passion et succès par un spécialiste est celui du border collie. Cet excellent chien de conduite de troupeau, prodigieusement doué et habile pour cet exercice, est devenu au cours des 20 dernières années une vedette incontestée des championnats d'agility et d'obédience, où sa capacité d'attention, mais aussi sa vivacité et son agilité font merveille, notamment en agility. Notons encore la performance du labrador, qui accepte facilement de renoncer à son métier d'origine pour faire un excellent chien d'aveugle, tout comme le caniche d'ailleurs, au point que, un peu partout dans le monde, on a tenté des croisements entre ces deux races pour essayer d'obtenir des performances encore meilleures pour ce travail particulier. En réalité, on pourrait multiplier les exemples presque à l'infini. On se rend compte, en y réfléchissant, que le problème n'est pas la capacité du chien à apprendre un nouveau métier, capacité qui semble presque illimitée, mais le manque d'imagination parfois désespérant des humains qui se disent ses propriétaires. Donner sa place, donner un rôle au chien, soit, nous dites-vous. Mais pratiquement, comment faire ? En fait, deux cas sont relativement différents. Il y a tout d'abord les chiens qui sont nés avec une spécialité, mais que l'on a arrachés à cette spécialité pour en faire égoïstement des joujoux de compagnie. Dans ce cas, soyons clairs, nous sommes dans la situation d'un dol ou d'un vol. Vous n'imagineriez pas vouloir construire une relation normale et équilibrée avec une personne qui vous aurait fait du tort. Ou en tout cas, vous souhaiteriez que, au préalable, d'une manière ou d'une autre, le tort ait été plus ou moins réparé. C'est exactement la même chose avec votre chien. Par ignorance ou pour toute autre raison, vous lui avez porté une forme de préjudice. Pas question de prétendre nouer une relation franche et sincère avant d'avoir au moins tenté de réparer. Illustrons. Un cas extrême est peut-être celui des chiens husky, que l'on retrouve dans des appartements citadins. On a généralement choisi ces chiens pour l'illusion d'une plastique, quand ce n'est pas pour des yeux bleus. Nous voulons bien convenir avec vous que les sujets dont nous parlons ont toutes les chances d'être plutôt une forme abâtardie de la race que son expression la plus pure, comme d'ailleurs les yeux bleus en sont un indice assez sûr.
Il n'empêche, ce qu'il reste en eux de husky suffit à en faire un sujet profondément inadapté à une vie quotidienne de chien de salon. On ne s'étonnera pas que les propriétaires se retrouvent nombreux à faire bientôt antichambre chez le comportementaliste ou l'éducateur. Et selon nous, le conseil initial à donner avant toute velléité d'éducation ou de rééducation est de procurer le plus vite possible à l'animal une activité physique quotidienne et motivante. L'idéal serait que l'un des membres de la famille se révèle prendre goût à cette merveilleuse activité commune aux chiens et aux hommes et dite canicross, et que ce membre décide de s'entraîner avec le chien aussi régulièrement que possible. Ce préalable établi, on s'apercevra très vite que toutes les autres éventuelles difficultés se verront rapidement et facilement aplanies. Le husky n'est pas tout seul à ne pas toujours se trouver à sa place. Un autre exemple est celui du briard d'appartement. Le briard est, comme le border collie dont nous avons parlé tout à l'heure, un excellent chien de conduite des troupeaux. Mais les méthodes de travail des deux races se révèlent radicalement différentes. Tandis que le second guide les animaux beaucoup en se plaçant de manière statique, le premier obtient les mêmes résultats en se déplaçant sans arrêt, finissant par couvrir des distances énormes, qu'il avale d'un trot étendu, une véritable caractéristique de la race. Oh, nous savons bien qu'il en sera des briards comme des huskies. La plupart de ceux que l'on rencontre aujourd'hui ont des parents, voire des grands-parents, qui n'ont peut-être jamais vu le moindre animal de troupeau. C'est vrai, mais pour autant les caractéristiques morphologiques n'ont pas beaucoup changé, et c'est un chien qui a un véritable besoin de dépenser son énergie. Là encore, nous ne serions pas surpris qu'une vie trop citadine et sans exercice physique ne convienne pas vraiment. Et là encore, la première démarche sera de réparer. Bien entendu, on ne va pas demander aux propriétaires de s'équiper en mouton, voire même en oie, ce que certains passionnés de conduite font en effet, mais pas en milieu urbain. Mais il faudra trouver avec eux une activité réellement physique, pratiquée de préférence de manière quotidienne. Les chiens de chasse sont à leur tour d'excellents candidats à la fonction compagnie, et ils ont d'ailleurs beaucoup de qualités pour cela. Mais on sera toujours récompensé de leur proposer régulièrement des jeux ou des exercices leur permettant de mettre en évidence certains de leurs talents naturels. Par exemple, on leur proposera de ramener des objets ou des balles que l'on aura lancés en terrain découvert pour un premier apprentissage. Puis, on les invitera à chercher ces mêmes objets dans des environnements plus complexes, sollicitant leur capacité à se servir de leur odorat. Les faire pister, un ami des enfants, est aussi un jeu-travail qu'ils adorent. Les anglo-saxons font souvent preuve de trésor d'imagination pour exercer leurs compagnons. Nous nous souvenons de ce monsieur très distingué qui faisait courir devant lui ses deux labradors en leur jetant divers objets. Jusque-là, rien de bien étonnant. Mais arrivé à l'extrémité du parc, voilà que ce monsieur, avec un air désolé, montre à ses chiens qu'il n'a plus qu'un seul de ses gants. En fait, il avait discrètement fait tomber l'autre pendant la promenade. Mais peu importe. Les deux labradors s'élancent aussitôt, refont le parcours à rebours, flairent, cherchent encore, jusqu'à ce que l'un des deux chiens finisse par retrouver le gant qu'il ramène fièrement. L'autre cas est celui des chiens sélectionnés depuis si longtemps pour la compagnie que personne ne se souvient plus de ce qu'ils auraient pu savoir faire d'autre. L'exemple typique est celui des bichons, qui pour être fort nombreux n'en partagent pas moins cette caractéristique. Eh bien ne vous y trompez pas, même ces chiens-là ont besoin de se sentir utiles. Et ils se révèlent, pour peu qu'on veuille bien s'en donner la peine, extrêmement habiles à pratiquer des exercices, pour eux des jeux, d'une complexité qui finit par étonner. L'important est de persuader leur conducteur que, pour charmant que soit leur compagnon, il faut tout faire pour ne pas le reléguer à une seule fonction de « sois beau et tais-toi ». Merci pour votre attention et à bientôt pour la dernière partie de cet entretien.